Soyons Nature, 1 heure pour rêver, comprendre, protéger. Une émission mensuelle sur la biodiversité proposée par Fiber Nature. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Soyons Nature. Aujourd'hui, je suis ravi de présenter aux côtés de Fiona cette émission dédiée à la biodiversité et à l'environnement. Bonjour Fiona. Bonjour Vincent et bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Alors, cette émission est présentée par l'association Fiber Nature, une association environnementale qui est basée à Montpellier. Son but est d'étudier la biodiversité, de protéger les zones naturelles, de sensibiliser le grand public. C'est une association qui regroupe en particulier de nombreux étudiants naturalistes. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lionel Coste, président de l'association Fiber Nature. Bonjour. Alors je précise donc que c'est toi Lionel habituellement qui présente cette émission, mais cette fois-ci ce sera toi qui sera donc notre invité. Donc bonjour Lionel. Bonjour, et puis c'est avec plaisir que je vais participer comme invité cette fois-ci. Et bonjour Lionel, tu es donc spécialiste du castor européen que tu étudies maintenant depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, grâce à tes études que tu mènes sur le terrain, les connaissances sur cette espèce qui est emblématique s'accumulent d'année en année et avec cela, bien sûr, notre curiosité s'agrandit. D'ailleurs, le dernier article que tu as écrit, il est paru en décembre dernier dans les Annales d'Hérault, les Annales de la Société d'Horticulture et des Sciences Naturelles de l'Hérault. D'ailleurs, avant de continuer, je voudrais également saluer la présence dans cette émission de nos chroniqueurs Charlotte, Émilie et Arnaud. Nous allons donc commencer cette émission avec la chronique d'Arnaud Martin, chercheur et président du Conservatoire des espèces naturelles d'Occitanie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors, salut les jeunes. Il y a quelques jours, j'étais au Salon de l'Agriculture. Mais non, les jeunes, cette année, il n'y avait pas de vaches au Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, c'est le Salon international de l'agriculture, rien que cela. Si vous ne connaissez pas, autrement que par des images des médias sur les passages un peu obligés des personnalités politiques, je vous explique. Cela se passe à Paris, porte de Versailles, au Parc des Expositions. C'est absolument immense. Plusieurs hectares d'exposants, vraiment très difficile de faire le tour de toutes les allées dans la journée. Ce salon est une méga exposition de plein de choses qui, de mon point de vue, a au moins 2 mérites. Celui de présenter une grande diversité de productions agricoles, plus de la moitié du salon est consacré à cela. Et le deuxième mérite, c'est de montrer une certaine diversité des questions et sujets abordés. Bon, je vous rassure ou pas, j'arrête là mon panégyrique, parce qu'on est quand même loin d'une présentation équilibrée entre les différents modèles agricoles. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer que je suis assez régulièrement présent à ce salon parce que la Fédération des conservatoires d'espaces naturels a décidé depuis plusieurs années d'y avoir un stand. On est les seuls de la sphère association environnementale à être présents, en tout cas cette année, au Salon de l'Agriculture, alors qu'il y a pas mal d'ONG qui travaillent avec une partie du monde agricole. Alors les conservatoires sont présents pour plein de raisons. D'abord les faits. À l'échelle de la France, les conservatoires ont contractualisé avec des centaines d'exploitations agricoles pour la gestion d'espaces naturels. Par exemple, l'usage des troupeaux, ovins ou bovins, est une nécessité pour maintenir des milieux qu'on appelle ouverts, les prairies par exemple. En effet, ces milieux recèlent une biodiversité remarquable et ces milieux sont en très rapide régression un peu partout en France. Aussi, d'autres espaces sont cultivés mais gérés avec des mesures agro-environnementales ou des outils comme les paiements pour services écosystémiques qui permettent d'établir des cahiers des charges en faveur de la biodiversité. Les conservatoires d'espaces naturels sont naturellement en lien avec le monde agricole pour gérer près de la moitié de leurs 300 000 hectares d'espaces naturels en France. Enfin, dans la pratique, les SEN considèrent qu'une partie des activités agricoles est complètement nécessaire au maintien et au développement de la biodiversité dans notre pays. Alors, pas toute la biodiversité, mais une partie très importante qui utilise les fameuses IAE pour infrastructures agroécologiques, comme les haies qui assurent le gîte et le couvert de très nombreuses espèces. Justement, les espèces qui ont tendance à fortement régresser depuis quelques années. Il est donc urgent de tout mettre en œuvre pour développer les infrastructures agroécologiques dans les exploitations agricoles en France. Beaucoup d'exploitants le font, sans que cela se sache vraiment, mais je peux témoigner que de très nombreuses exploitations sont engagées dans cette voie. Bon, revenons au Salon de l'Agriculture. Alors, qui parle de l'écologie au Salon international de l'agriculture? Alors, pas ou peu. Les stands qui vendent des produits agricoles, non, pas les banques, pas les entreprises du machinisme agricole, pas les stands des moutons,
Pas ceux des canards, pas ceux des poulets, pas non plus le stand des chats et des chiens, pas non plus le hall réservé aux chevaux, aux ânes et aux autres poneys, pas McDo qui a un très grand stand, et pas non plus Lidl, connu pour écouler une quantité hallucinante de sacs plastiques floqués de leur couleur criarde. Alors pas non plus le stand de la pêche, ou alors j'ai pas été très attentif. Du côté des syndicats agricoles, l'écologie, c'est pas vraiment le sujet. Les questions de biodiversité sont quand même toutefois présentes au stand de la Confédération paysanne. En cherchant un peu, ce sont des chercheurs qui parlent d'écologie. Il y a l'INRAE, le CIRAD, un peu l'ONF sur le volet préservation, l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en parle un peu. Mais la biodiversité, c'est pas vraiment dans leur rayon. Ainsi, le salon de l'agriculture apparaît plus comme une grande foire que je trouve très paradoxale. En effet, la première impression est largement dominée par l'agro-business à tous les étages, et c'est vraiment celle qui est majoritaire. Mais aussi la mise en valeur des terroirs avec certains produits, ou bien certains animaux, par exemple certaines races de chevaux, de montagne ou des moutons. En fait, le paradoxe est généré par le contraste entre deux choses qui paraissent complètement antinomiques. Une agriculture intensive d'exportation et les productions locales dont on pense qu'elles peuvent, ou qu'on peut penser qu'elles sont produites entourées d'infrastructures agroécologiques. Les deux peuvent-elles coexister ? Bon, sachant que le côté intensif industriel semble avoir le vent en poupe. Alors nous, les conservatoires, on présente, on pose des questions d'écologie aux hauts responsables qui viennent sur notre stand. Toutes et tous nous trouvent sympathiques. Les gens qui aiment et protègent la nature sont en général très favorablement appréciés par les gens, n'est-ce pas, cher Lionel ? Mais bon, en bref, le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture nous trouve sympa, et trouve sympa ce qu'on fait, mais parce qu'il y a un mais quand même dans les propos, s'inquiète de savoir si on considère aussi l'autre agriculture, voilà, l'agriculture de la France industrielle. Conclusion, ce que je pense de tout cela, franchement, les conservatoires ne font pas de politique et encore moins de politique agricole. Mais ils peuvent s'inquiéter d'une chose. Ce que je ressens, c'est qu'il me paraît complètement intenable de prouver à la fois la valeur des produits de terroir et une intensification de l'agriculture avec de plus en plus de pesticides. Ce que je ressens aussi, c'est que les tenants de l'agriculture intensive ont peur de la capacité d'une agriculture plus paysanne en lien avec la biodiversité qui peut démontrer sa réussite et sa résilience. C'est ce que je ressens. Le groupe le plus petit fait peur au groupe le plus gros. Les tenants de l'agro-industrie sont en surréaction négative lorsqu'on évoque l'agroécologie, alors qu'il faudrait la voir comme une solution possible pour la transition écologique, qu'il faudrait même qu'on l'aide pour cela. On peut s'inquiéter de cela parce que si notre société continue à se cliver sur ce sujet, il n'y aura que des perdants. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Alors revenons maintenant vers notre invité Lionel. Donc on va d'abord s'intéresser à ton parcours. Comment en es-tu arrivé à t'intéresser au castor ? Alors mon parcours, contrairement aux personnes qui sont autour de cette table, j'ai pas un parcours de naturaliste, j'ai fait des études de mathématiques, et j'en suis venu donc au castor un peu par hasard. Alors, déjà parce que je suis originaire, enfin ma famille est originaire du sud de l'Ardèche, et quand j'étais jeune, mon grand-père, j'étais adolescent, quand il m'avait montré des barrages de castors sur le ruisseau qu'il y avait en bas de chez nous. Et puis j'avais eu l'occasion d'en voir, parce que je me baladais souvent à la tombée de la nuit, et j'avais vu une fois 2 beaux castors magnifiques. Et j'avais été impressionné parce que je pensais, comme beaucoup, que le castor était tout petit. Et je vois un castor qui était dans l'eau, qui était immobile, puisqu'il m'avait entendu, donc il ne bougeait pas. Et j'ai été impressionné, je me souviens. Et à partir de là, je me suis peu à peu intéressé au castor. Et je suis rentré dans une association, alors pour d'autres raisons, parce que j'écrivais beaucoup sur l'histoire locale. Et il y avait une association, une société savante, qui a travaillé sur l'archéologie, l'histoire et aussi les zones naturelles. Et c'est une association qui avait une revue, enfin qui a toujours une revue. Et on était en train de préparer autour de la table cette revue, et je leur ai dit, bon, j'étais content de moi, je lui ai dit, pourquoi on n'écrirait pas un article sur les castors, puisque le castor est quand même emblématique de l'Ardèche. Et ils m'ont tous regardé, alors il y avait des paléontologues et tout ça. Alors, je me suis dit, ils vont reprendre mon idée, et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, très bonne idée, tu écris l'article. Et donc, je me suis senti obligé, du coup, à m'intéresser au castor, et la passion est venue très rapidement. Alors, tu les étudies donc plutôt en Ardèche, c'est plutôt là ton terrain de jeu, ou tu as pu aller plus loin en France pour observer du castor également ? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc étant originaire du sud de l'Ardèche, même si j'habite pas, j'habitais Valence et puis maintenant Montpellier, j'y étais souvent, et on a de la chance, c'est qu'en Ardèche, c'est un des endroits où il y a le plus de castors en France, on va dire
le nord du Gard, l'Ardèche, la Drôme. Et donc, j'avais la chance d'avoir autour de chez moi de nombreuses familles de castors. Et donc, c'est là vraiment où je les étudie. Alors, bien sûr, nous, j'étudie aussi dans l'Hérault, sur la rivière Hérault, sur le Vidourle, sur la 16, etc. Mais vraiment, on a là-bas la chance, j'appelle ça l'école à castors. Si quelqu'un, d'ailleurs, on forme beaucoup de stagiaires, d'étudiants stagiaires naturalistes pour découvrir le castor. Et là-bas, c'est vraiment, on a tout. Donc Lionel, en 2020, tu as fondé ton association Fiber Nature. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ton association ? Alors, donc, jusque-là, j'étais dans plusieurs associations. J'en présidais 2 associations et j'étais dans d'autres associations naturalistes. Et tout est venu pendant le confinement. Donc, j'étais confiné en Ardèche. Donc, vous imaginez que le confinement en Ardèche, c'était un confinement au bord des cours d'eau. Donc, je passais mon temps au bord des cours d'eau. Et puis, dans les associations où j'étais, on avait des services civiques. Qui étaient là, donc confinés aussi, mais qui avaient quand même des autorisations pour aller observer les animaux. Et puis juste l'été qui a suivi ce premier confinement, on avait des stagiaires qui étaient là dans les associations. Et un jour, on attendait le castor. Donc on fait un affût. Donc des fois, il n'arrive pas tout de suite. Des fois, il faut attendre une demi-heure, 1 heure. Et je me souviens, ils étaient tous avec moi et je leur ai dit, en les regardant, m'est venue l'idée, je leur ai dit, mais au fait, vous êtes tous étudiants à Montpellier, quasiment, ils étaient quasiment tous étudiants à Montpellier. Comme je vous ai dit, j'habite Montpellier, je leur ai dit, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas une association à Montpellier ? Mais c'était du style, voilà, une discussion, on va dire, là, c'était pas autour d'un verre, mais c'était en attendant le castor. Et puis, ils m'ont regardé du style un peu PACAP. Et en fait, cette idée, je n'avais pas oublié, c'était au mois d'août, je crois. Et dès la rentrée de septembre, je me suis dit, on va créer. Donc, j'ai dit, on va choisir un nom, on va trouver un parrain. Donc, on a pris un parrain. Je me suis dit, il faut quand même quelqu'un de connu. On a pris Patrick Blandin, qui est un naturaliste que je connaissais bien, qui a créé le Muséum d'histoire naturelle, qui était professeur, donc qui est encore professeur émérite du Muséum d'histoire naturelle de Paris. On a cherché donc un nom. Donc un nom, on l'a trouvé d'ailleurs au bord du lac du Cresse, pour une petite histoire. On cherchait un nom, on a mis plusieurs semaines. Et puis, nous est venu, on voulait un clin d'œil au castor. Et il se trouve que le castor européen s'appelle Castor Fiber. Et donc, du coup, on a appelé l'association Fiber Nature. Et très vite, cette association a pris de l'ampleur. Merci. Mais du coup, quand tu as créé cette association, c'était quoi ton objectif ? C'était de sensibiliser sur le castor ? Alors, au départ, c'était autour du castor, bien sûr, c'était une association naturaliste, mais c'était pas que le castor, puisqu'on était entouré de naturalistes. Et puis moi, j'étais dans d'autres associations naturalistes aussi. Et donc, comme la plupart des associations naturalistes, notre association, elle a 3 axes. Donc, bien sûr, comme tu l'as dit, d'abord des études naturalistes. Donc, notre emblème, c'est le castor. On est connu et renommé pour ça, un castor européen. Sur la loutre aussi, puisque quand on étudie le castor, forcément, on étudie forcément la loutre, puisqu'on la voit très souvent. Et puis, tous les autres taxons, donc on observe beaucoup de choses. Enfin, voilà, les ornithologues, herpétologues, etc., les botanistes. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, des études naturalistes. Ensuite, donc, c'est participer à la protection de l'environnement. Donc, soit on intervient contre des projets, alors soit des fois on intervient contre, mais souvent on préfère sensibiliser quand on peut, soit à partir des élus, etc. Et puis on a la particularité, il y a quelques associations en France qui font ça, mais pas tant que ça. Alors c'était un peu un rêve d'enfant, c'était de créer des réserves. Donc on acquiert des terrains, alors soit par donation, soit par vente. Enfin, soit par rachat, du coup. Et à ce jour, on a une 20aine d'hectares. Alors là aussi, peut-être que je peux raconter un petit peu la genèse de cette histoire de réserve. Donc, on avait créé cette association. Ça faisait 2-3 mois. Et un jour, j'attends. Je fais un affût, toujours autour du castor, parce que c'est le castor qui, je crois, il nous donne des idées. Et j'étais avec un directeur de Pierre et Vacances, d'un domaine de Pierre et Vacances qui se trouve dans le sud de l'Ardèche, le domaine du Rouret. Et on attendait le castor et on discutait, pareil, on attendait un peu le castor, donc on discute discrètement. Enfin, et là, je lui dis, tiens, j'ai un rêve d'enfant. Quand j'étais enfant, je voulais créer des réserves. C'était un projet que j'avais, je voulais faire ça. Et là, il me regarde et il me dit, mais tu sais, nous, le domaine à côté de Pierre et Vacances, on a 80 hectares et on a des zones naturelles. Si tu veux, demain, je t'envoie le cadastre et tu me dis s'il y a des parcelles qui t'intéressent. Donc déjà, le rêve commençait, un nouveau rêve commençait. Et donc, il a tenu promesse. Le lendemain, il m'a envoyé
le cadastre avec des parcelles. Donc moi, comme c'est mon endroit que je connais depuis mon enfance, je crois qu'une heure après, j'ai répondu en donnant toutes les parcelles qui m'intéressaient. Et c'est parti de là et il s'est débrouillé pour que voilà, cette idée remonte jusqu'au président fondateur qui s'appelle Gérard Brémond et qui a fondé Pierre à Vacances, Avoriaz, etc. et qui a pris son téléphone et qui m'a téléphoné. Il m'a dit, mais c'est une idée absolument formidable et on vous donne 12 hectares. Donc l'histoire, alors qu'on venait d'être créé, donc une association récente. Donc ça, voilà, donc ça c'est le deuxième axe. Le premier est une naturaliste, le deuxième, protection des zones naturelles, et le troisième, c'est sensibiliser le grand public. Des émissions radio, des documentaires, comme a fait Vincent récemment, intervention dans des écoles, des articles, etc. Alors maintenant que nous connaissons un petit peu plus ton personnage, Lionel, est-ce que toi, tu pourrais donc décrire un petit peu le castor, ses généralités pour des personnes qui ne connaissent pas cette espèce ? Alors oui, alors le castor, c'est le plus gros, c'est un mammifère, c'est le plus gros rongeur d'Europe. Alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi quand j'étais gamin et comme la plupart des gens pensent, quand on parle du castor, on pense que c'est petit. Je ne sais pas pourquoi. On pense souvent que c'est un animal petit. Or, le castor fait en moyenne 25 kilos. Il peut faire jusqu'à 35 kilos. Donc, imaginez, c'est comme un chien. C'est un gros animal. C'est impressionnant, les gros castors. Donc, c'est un mammifère semi-aquatique. On en reparlera tout à l'heure, je suppose. Donc, il vit dans l'eau. Il vit à peu près une quinzaine d'années. Il vit en famille, principalement en famille. Alors, officiellement, il y en a à peu près 60% qui vivent en famille. Quand on regarde, mais nous, ce qu'on observe, il y a une telle densité de castors qu'en fait, ils sont tous en couple, de tout ce qu'on observe, quasiment. Ils sont monogames, c'est-à-dire ils restent avec leur compagne ou leur compagnon toute leur vie. Ils ont entre 2 et 3 petits par an. Les petits restent 2 ans dans la famille avant d'être éjectés. En général, c'est au bout de 2 ans, voire 3 ans, pour qu'ils trouvent un nouveau territoire. Et donc voilà. Et alors, tu parlais de famille. C'est quoi la structure familiale Donc, il y a des adultes. Donc, les adultes, en général, il faut à peu près 4 ans pour avoir une maturité. Pour avoir des petits, en général, il faut qu'ils aient à peu près 4 ans. Là, donc, il y a les 2 parents. Ensuite, ils ont, comme j'ai dit, ils ont des petits. Chaque année, entre 2 et 3 petits. Ils peuvent en avoir des fois. Alors, ça dépend. Des fois, lorsque les conditions extrêmes, les années de sécheresse, des fois, ils n'ont pas de petits. Ça arrive chez les mammifères. Il y a une adaptation. Mais en général, ce que nous, on voit, c'est plutôt 2-3 petits. D'ailleurs, c'est souvent la première année qu'il y a des petits qui disparaissent durant le premier hiver. Et donc, comme il reste 2 ans dans la famille, ça veut dire que vous avez une structure familiale. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, je n'ai pas précisé, les territoires font entre 300 mètres et 3 km de cours d'eau. Et donc, sur cette famille, on peut avoir donc les 2 parents, en moyenne 2 petits de l'année, 2 petits qui ont 2 ans. Donc, ça fait des familles entre 5-6 individus. C'est ce qu'on voit en général. Tu parlais justement des couples, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, le castor, il avait presque disparu. D'ailleurs, il en restait que quelques dizaines au début du XXe siècle en France. Tu as dit qu'il y en avait beaucoup en Ardèche, mais est-ce qu'il y en a ailleurs en France ? Alors, en effet, tu as tout à fait raison, le castor avait quasiment disparu. Alors, il était présent depuis des millions d'années. On le trouve d'ailleurs des ossements dans des musées. Il était d'ailleurs chassé, on le retrouve dans des grottes préhistoriques, en Ardèche en particulier. Et donc, il était chassé d'abord pour sa chair, on le mangeait. Alors déjà, ça donnait bonne conscience parce qu'on disait que c'était un poisson. Donc, pendant le carême, on pouvait manger de la viande en ayant bonne conscience. Ensuite, on pouvait aussi le chasser pour sa fourrure. Il faut savoir que c'est lui qui a la 2e plus grande densité de poils du règne animal. C'est 20-25 000 poils au centimètre carré, donc ce qui est pas mal. Donc, ça peut permettre de bien se réchauffer. Et puis après, au 19e siècle, pour la pharmacopée. Donc, toutes ces raisons ont fait qu'il était... et puis, on pouvait considérer qu'il était un peu nuisible. Enfin bon, en tout cas, il n'était pas forcément trop aimé jusqu'au 19e siècle. Et à partir donc, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, il était beaucoup chassé. Et il avait en effet quasiment disparu de tout le territoire français. Donc, si on regarde la carte, d'ailleurs, petit à petit, on voit qu'il n'en restait que quelques-uns à la fin, en basse vallée du Rhône. On estime officiellement qu'il en restait une trentaine. Alors, on va se dire, il n'y avait pas autant de naturalistes qu'aujourd'hui. Même si on multipliait cet effectif par 10, ça restait un animal qui était vraiment en voie de disparition dans notre pays. Et il faut savoir que c'est le premier animal français qui a été protégé en 1909 sur les 3 départements où il était, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Gard. Et ça a tellement bien marché qu'il a recolonisé tout seul tout le bassin rhodanien.
Et donc, le problème, c'est qu'il s'éloigne très très peu des berges, puisqu'il s'éloigne, en général, c'est 30 mètres, 100 mètres maximum. Alors, bien sûr, il y a des cas où on l'a vu plus loin, mais en général, il s'éloigne très très peu, puisqu'il fuit de potentiels prédateurs. Et donc, c'est par prélèvement. Il y en a eu, de mémoire, je crois que c'est 52 ou 53 captures de castors, dont dans le sud de l'Ardèche. Et donc, on a prélevé des castors pour repeupler d'autres zones en France, dont la Loire en particulier, l'Alsace, etc. Mais il n'est pas encore aujourd'hui partout en France. D'accord, merci Lionel. Alors, donc, c'est un mammifère semi-aquatique, donc il a besoin d'eau. Tu nous dis que le castor s'éloigne très rarement de ce cours d'eau, mais alors pour quelle raison ? Est-ce que c'est pour son mode de vie, son alimentation ? Est-ce que on entend parfois que le castor se nourrit de poissons ? Est-ce que c'est vrai ? Non, alors ça, c'est vrai que souvent, l'image qu'on a, donc, c'est qu'on pense que le castor est petit, on pense qu'il fait des barrages pour garder des poissons et pour pêcher. Non, pas du tout. En fait, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est un rongeur, donc il fait que ronger ou il mange des feuilles, etc. Alors pourquoi il s'est installé plutôt sur les cours d'eau ? Alors, j'en ai pas parlé, je ne connais pas ce qu'il en pense, mais les raisons, elles paraissent assez simples. D'abord parce que son alimentation, il adore les arbres qui poussent au bord des cours d'eau. C'est principalement des peupliers, des saules, des cornouillers, des noisetiers. Donc là, il trouve déjà son alimentation. Donc pourquoi il ne va pas aller en pleine garrigue, il n'aurait rien pour manger. Première chose. Ensuite, c'est un animal, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait allusion, il est quand même pas trop à l'aise à l'extérieur. C'est un très bon nageur. À l'extérieur, il marche un peu difficilement. Il se sent pas trop en sécurité. On pense qu'il peut se faire attaquer, peut-être par une meute de loup, par exemple. Et donc, il préfère rester à l'intérieur, au niveau de l'eau, puisque au moindre danger, il va plonger, il va sous l'eau, et donc, du coup, il peut fuir les prédateurs, parce que, à part la loutre, il n'y a pas beaucoup de prédateurs qui peuvent le suivre. Et même la loutre n'est pas un prédateur pour le castor adulte. Et ensuite, donc toujours pour fuir les potentiels prédateurs, ce qu'il fait, il va toujours essayer, s'il peut, creuser son terrier avec l'entrée immergée. Comme ça, il se protège des prédateurs. Et puis, lui, il est tranquille. Voilà. Ce sont les principales raisons pourquoi il vit. On le trouve dans des eaux. Alors, il faut savoir qu'il vit dans des cours d'eau, des lacs aussi, mais qui sont calmes. Il faut qu'il y ait des plans d'eau, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de dénivelé, il faut que ce soit des endroits assez calmes. Mais tu l'as dit, on entend souvent parler du castor comme un célèbre bâtisseur de ces barrages sur ces fameux cours d'eau. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi il construit ces barrages ? Parce qu'il se nourrit des arbres à proximité, mais pourquoi il fait des barrages ? Alors, en fait, il a besoin de plans d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'avoir des plans d'eau dans lesquels il peut plonger. Donc, on estime qu'il faut à peu près 30 cm de profondeur, 20-30 cm, ça suffit, c'est étonnant, mais ça suffit, pour qu'il puisse plonger, se sentir en sécurité. Donc, quand il est sur le Rhône, bon, pas de problème, il y a assez d'eau, de toute façon, il ne va pas faire un barrage sur le Rhône, sur le Chassezac, sur l'Ardèche, sur la Cèze, sur le Gardon, sur l'Hérault, les plans d'eau, ils sont présents, ça lui suffit. Bon. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, par exemple, en Ardèche, c'est un des endroits où il y a une énorme densité de castors, et le castor est territorial. Et donc territorial, c'est-à-dire qu'il ne partage pas son territoire avec d'autres familles. Et donc, quand un nouveau castor doit trouver un nouveau territoire, par exemple en Ardèche, il peut faire jusqu'à 100 km de cours d'eau pour trouver un nouveau territoire. Donc, ça montre qu'il y en a partout. Donc, il est comme nous, donc si lui, il préfère une rivière, il est plus tranquille. C'est pris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, le château du coin, il est pris. Donc, on va regarder la maison à côté. C'est pris aussi. Donc, il va aller sur un petit affluent, un petit ruisseau. Si cet affluent est pris, il va aller sur l'affluent de l'affluent jusqu'à l'affluent d'affluent. Il peut rester il va peut-être des fois s'installer sur des petits cours d'eau qui sont intermittents. Donc, ils peuvent rester plusieurs mois à sec. Et donc, sur ces cours d'eau, le problème, c'est que les plans d'eau sont soit insuffisants ou soit inexistants. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est connu pour ça, en effet, c'est l'image qu'on a, on pense souvent au castor de Canada. Il va construire des barrages. Et donc, la construction des barrages, c'est vraiment pour créer des plans d'eau. Ok, mais justement, en parlant du Canada, tu parles de petits ruisseaux et de barrages sur des petits ruisseaux, mais au Canada, on voit d'énormes barrages sur des grosses rivières et tout ça. Pourquoi il n'en fait pas en France ? Alors, en fait, il ne fait pas forcément sur les grandes rivières au Canada. D'abord, il y a deux espèces, le castor canadien et le castor européen. Au Canada, c'est plutôt au niveau de lacs. Il y a des lacs immenses. Donc, ça déborde, on va dire. On peut imaginer un peu
un grand plan d'eau, je ne sais pas si on avait une bassine, et le niveau de l'eau monte, donc ça déborde un peu partout. Donc il n'y a pas beaucoup de pression, enfin il n'y a pas l'eau, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc là, il suffit de mettre des branches autour. Hein, ça fait jusqu'à plus de 800 mètres. Hein, on peut faire des barrages qui font plus de 800 mètres de long au Canada. Donc ils sont énormes. Ici en France, c'est pas le cas. On estime que maximum, déjà, si il fait un barrage sur une rivière qui fait un barrage de 20 mètres de large, c'est déjà beaucoup en France. Après, au Canada, c'est souvent, ils s'installent dans des endroits qui sont plutôt assez plats. Nous, il y a beaucoup de relief, donc voilà, c'est pas la même chose. Et puis, ils pourraient pas contenir, disons, un plan d'eau avec une pression d'eau trop importante. Ok, merci. Alors, on a aujourd'hui la chance d'avoir une membre de l'association Fiber Nature et alternante à la Fédération de pêche de l'Hérault qui voudrait justement te poser une question, Lionel. Oui, alors tu nous as dit que les castors construisaient des barrages sur des petites rivières. Est-ce que ça peut impacter la continuité écologique de ces rivières ? Alors, c'est une question qu'on s'est posée, hein, qu'on me pose et qu'on s'est posée. C'est une très bonne question. Donc, on a d'ailleurs travaillé avec la Fédération de pêche d'Ardèche. Hein, parce que la question qui se posait, c'est est-ce qu'on trouve les mêmes espèces en amont et en aval ? D'après ce qu'on a constaté, quand on fait des études sur le terrain, oui, on observe les mêmes espèces. Alors, bien sûr, il faut être prudent. Parce que bien sûr, là, on a regardé les poissons. Il faudra regarder, bien sûr, sur bien d'autres, pas que sur les poissons. Hein, alors, les amphibiens, on pense, bon, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, la continuité écologique. Alors, c'est vrai que, parce que souvent, quand je fais des conférences, on me dit, oh oui, mais alors les barrages, même les barrages de pierre, il ne faut pas les faire. On nous dit, Alors, d'abord, ces barrages-là, en général, ils sont emportés plusieurs fois par an par les crues. Donc, du coup, quand il n'y a plus de barrage, donc pendant plusieurs semaines, il n'y a pas de barrage, donc les animaux, les espèces peuvent circuler, donc ça ne pose pas de problème. Ensuite, c'est des barrages qui ne sont pas trop hauts. Et ensuite, ce n'est pas opaque, hein, ce n'est pas un mur en béton qu'on fait. Donc, les animaux peuvent passer. Alors, bien évidemment, on peut toujours, certainement dans certains cas, ça peut être empêché à un moment donné, dans un lieu donné, puisqu'il y a certains barrages qui se transforment en tuf, donc qui deviennent en pierre. Peut-être que là, on pourrait observer, mais ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain, en fait. Donc, les barrages sont... Globalement, moi, je vois que des points positifs dans les études et en fait, on n'a pas constaté, en tout cas, je ne dis pas que il n'y a pas de lieu où ça n'arrive pas, mais de problèmes de continuité écologique. Ok, merci. Alors donc pour les matériaux, qu'est-ce qu'il utilise le castor ? Est-ce qu'il a des préférences ? Comment fait-il ? Et est-ce qu'il se rend chez une célèbre marque d'outillage qui emprunte son nom ? Comment fait-il ? Non, parce que il a pas les moyens, le pauvre, donc il préfère utiliser sur place. Donc en fait, il utilise principalement des branches. C'est l'image qu'on a des barrages. On pourra peut-être parler aussi de l'architecture, comment il construit. En tout cas, il utilise beaucoup de bois pour. Alors, il peut utiliser deux types de bois. Alors, soit c'est souvent du bois tendre. Hein. Par exemple, là, en ce moment, on est au mois de mars, la sève commence à monter aux arbres. Donc, il va couper des branches. Ça, c'est pas compliqué. Et, bon, il entrepose d'une certaine façon. Donc, première chose. Ensuite, il peut prendre des branches qui sont déjà qui sont mortes depuis longtemps. Hein. Donc, il peut utiliser des vieilles branches. Ça, il le fait aussi. Il y aura plein d'exemples à donner, mais je n'ai pas forcément trop le temps. Et après, ce qui fait aussi, d'ailleurs, ces barrages peuvent servir, quand il utilise des branches fraîches, ça peut aussi servir de réserve de nourriture pour l'hiver, puisque comme l'eau passe dessus, une des premières fois que j'observais les castors, j'étais à 2,2 mètres et je vois un castor qui arrive, c'était l'hiver, il arrive près d'un barrage. Et je vois, il commence à démonter son barrage. Il part avec un gros morceau une branche énorme du barrage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il part avec. Alors, je me suis dit, mais il est bête, ce castor. Alors, chaque fois que je me dis ça, c'est moi, l'imbécile, c'est pas lui. Et c'était pas courant, il démontait son barrage. Bon. Et donc, je le vois, il va un peu plus loin. Et puis, il ronge sa branche. Et puis, après, il vient la remettre au même endroit. Et il en prend une autre. Donc, ça fait aussi réserve de nourriture. Donc, ça, c'était pour un petit clin d'œil sur une autre utilisation des barrages. Donc, c'est principalement dans des barrages faits en bois. Mais nous, on a la spécificité, en particulier en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, il peut les faire en pierre. Alors, déjà, il peut poser des pierres sur les branches parce que ça les tasse. Hein, donc, il met des pierres dessus régulièrement. Il peut commencer aussi à tout simplement le barrage en mettant une grosse pierre en plein milieu. Quand le niveau de l'eau a baissé, il met une pierre, il regarde si cette pierre elle bouge, et à partir de là, il va prendre appui et commence à mettre des branches dessus. Et puis nous, on a la spécificité en Ardèche, alors ça n'existe pas qu'en Ardèche, mais énormément en Ardèche, c'est des barrages qui sont qu'en pierre.
Alors, ils transportent des pierres qui peuvent être énormes, qu'il faut faire plus de 10 kilos. Moi-même, tout seul, j'arrive à les porter, mais bon, certaines elles sont très lourdes. Alors, il peut faire deux types de barrages en pierre. D'abord, il peut faire des barrages avec des pierres plates, comme on ferait un mur en pierre sèche. Exactement, c'est aligné au cordeau. On mettrait une corde, il n'y en a pas une qui dépasse. Donc, il met une première couche, et puis après une deuxième. Et après, il bouche avec de la vase, de la terre, des petites branches. Il peut faire des barrages en galets, donc on en a jusqu'à plus de 1,50 m, jusqu'à 2 mètres, des galets qui sont énormes, je vous ai dit jusqu'à 10 kilos qui montent, c'est énorme. Et ces barrages, il peut les faire aussi de façon incurvée ou tout droit. Et donc, il a vraiment une variabilité. C'est ça qui est intéressant d'étudier la construction de barrages de castor, parce que ça nous apprend beaucoup sur cette espèce et sur l'animal et aussi l'intelligence. Et alors, donc, c'est très variable au niveau de la construction, mais même au niveau du choix, est-ce que tu as pu observer des facteurs de décision sur ces emplacements de barrages ? Alors, il ne fait jamais le barrage n'importe où. Alors, déjà, quand les barrages sont emportés par les crues, il refait toujours le barrage au même endroit. Toujours. Et s'il voit que le barrage est souvent emporté, trop souvent emporté, alors chaque fois, il va changer de méthode. C'est intéressant, il change de méthode. Il dit, tiens, ça n'a pas marché, donc je vais mettre la branche autrement. Donc, on le voit changer. Et puis, si vraiment ça ne tient jamais, et ben là, il décide un jour, il dit, hop, comme nous en forêt, on dit, bon, c'est pas la peine, ça ne marche pas, là, j'arrête. Donc, il le fait en général soit au niveau d'un plan d'eau qui est préexistant, qui existe, donc il veut rehausser son niveau, ou soit il est opportuniste. Par exemple, il voit que des fois, il y a un tronc qui s'est mis en plein milieu, et donc ça lui a permis à partir de ce tronc qui se bloque, il peut construire un barrage, il peut commencer à mettre des branches. Donc il y a plein de cas. Donc il réfléchit, et puis après, pour les matériaux, c'est pareil. S'il n'y a pas beaucoup de branches et qu'il y a plutôt des pierres, et donc là, il peut décider de les faire plutôt en pierre qu'en branche. Que l'automne vient d'arriver. Soyons Nature, une émission mensuelle sur la biodiversité proposée par Fiber Nature. Nous sommes donc de retour dans notre émission Soyons Nature sur Radio Campus Montpellier. Nous sommes en présence de Lionel Coste, président de Fiber Nature, pour nous parler du castor d'Europe qu'il étudie donc depuis une quinzaine d'années. Alors, merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications sur les barrages. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les autres axes d'études que tu mènes sur le castor ? Alors, cette étude depuis 15 ans... ce qui est particulier dans notre étude, c'est qu'on fait de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Donc, on est présent et on l'observe. Et de ces observations, on a dégagé plusieurs axes. Donc, bien sûr, l'étude des familles, l'évolution des familles, la naissance des petits, le comportement entre eux, les interactions entre eux, les interactions entre des familles limitrophes. Donc ça, c'est important aussi. Donc nous sur tous ces points, on découvre des choses qui ne sont pas connues. Les interactions avec d'autres animaux, en particulier la loutre. Donc on observe des choses là aussi qui ne sont pas connues. Le ragondin, puisqu'il se partagent, ces trois mammifères subaquatiques se partagent les cours d'eau de notre région, en particulier d'Ardèche, de l'Hérault et du Gard. Ensuite, on s'intéresse aussi à l'adaptation du castor par rapport aux conditions extrêmes climatiques, surtout en période maintenant avec le réchauffement climatique. Donc nous, on est dans des zones méditerranéennes, donc il y a des épisodes cévenols avec des crues très importantes qui ont lieu maintenant l'hiver. Avant, on ne les voyait pas, donc on essaie de voir le comportement et l'adaptation du castor par rapport à ces crues. Et ensuite, surtout par rapport aux périodes de sécheresse, puisque des fois, il est sur des cours d'eau où il n'y a pas d'eau ces dernières années, pendant plusieurs mois. Et donc là, c'est très intéressant. On étudie aussi les barrages. On a parlé tout à l'heure, avant la pause musicale, des barrages. Donc la construction des barrages, c'est absolument, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, les terriers, on observe beaucoup de choses sur les terriers huttes. J'oublie sûrement beaucoup de choses sur le castor, mais voilà, il y a de nombreux axes. En fait, c'est un animal qui est très intéressant. Et souvent, les animaux, il y a beaucoup d'animaux en fait, dans les recherches. Les animaux sont souvent étudiés en laboratoire, pour plein de raisons, ou en captivité, en tout cas, pas forcément en laboratoire, mais en captivité, dans des zoos, etc. Et nous, parce qu'il faut d'abord beaucoup de temps, c'est des centaines, des milliers d'heures d'observation sur le terrain.
Et ce qui est bien quand on observe comme ça, alors c'est l'éthologie de terrain, in situ, c'est que voilà, on observe et on ne sait pas ce qui nous attend. Tous les soirs, on peut découvrir des comportements qu'on n'avait jamais observés. Justement, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étudiais en particulier l'adaptation du castor par rapport à ces conditions climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquentes. Qu'est-ce que tu peux constater au fil des années ? Alors, il y a plusieurs... D'abord, un des premiers constats qu'on a fait, c'est que sur un cours d'eau en Ardèche, c'est un affluent de l'Ardèche, de la rivière Ardèche. On a observé plusieurs familles et une année de grande sécheresse, on n'a observé aucun petit. Donc, on sait que les mammifères peuvent s'adapter. Et là, il n'y avait aucune naissance qu'on a observée. En tout cas, on n'a observé aucun petit. Donc, on peut penser qu'il y avait soit aucun petit sur ces familles, soit très très peu. Donc première adaptation. Ensuite, il va s'adapter. Alors quand le niveau de l'eau baisse et que l'entrée des terriers devient, elles sont plus immergées, ces entrées. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut se déplacer et vivre dans des grottes. Donc nous, on l'observe dans des grottes. Alors des fois, il a d'ailleurs 2 maisons. Il a son terrier pour l'hiver et l'été, il se déplace dans une grotte. Il y a une famille en particulier qu'on étudie qui a 2 maisons, donc on va dire été-hiver, sa maison de campagne, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et ensuite, l'adaptation se fait aussi par rapport aux barrages. On a parlé des barrages tout à l'heure. Alors, leurs barrages sont d'une efficacité incroyable. Il faut savoir moi, je connais pas mal d'endroits où c'est des cours d'eau. Il n'y a plus d'eau qui arrive. Ces plans d'eau ne sont plus alimentés pendant des mois. Et vous avez le plan d'eau qui fait plus de 100 mètres de long et où l'eau, bien sûr, elle va... Petit à petit, le niveau baisse, parce que d'abord, l'évaporation, les racines qui captent quand même de l'eau, mais il y a l'eau qui est conservée. Malgré cela, il y a des années où il fait 40 degrés pendant une semaine, 10 jours, et donc le niveau de l'eau baisse. Et dans ce cas, qu'est-ce que va faire le castor ? Il va essayer de consolider au maximum son barrage, voire il va le faire autrement, c'est-à-dire qu'il va l'incurver dans un sens pour que la surface soit plus importante. Et aussi, on l'observe, il va surcreuser, c'est-à-dire au fond, avec ses pattes, il va aller au fond, il va creuser, comme nous on ferait quand on est gamin au bord de la plage, quand on voit que l'eau, on creuse dans le sable. Bon, nous, c'est pas efficace, mais lui, c'est efficace. Il va creuser au fond de l'eau, du plan d'eau, pour essayer de conserver au maximum cette eau. Ok, justement, à contrario, quel est l'impact positif de ces barrages sur les écosystèmes ? Alors, on a parlé tout à l'heure de la continuité écologique, donc j'ai dit qu'il y avait... A priori, il n'y avait pas d'impact, sauf de façon marginale. Alors, les impacts positifs, en fait, quand on regarde sur une feuille, moi, je ne mettrais que des croix vertes. Si j'étais un enseignant de la biodiversité, je dirais, quels sont les impacts de ces barrages ? D'abord, ça crée des zones humides. On sait que les zones humides sont importantes. C'est là où il y a une plus grande biodiversité, donc ça, c'est important. Ça a un impact aussi sur la température, contrairement à ce qu'on peut penser. D'ailleurs, c'est un peu contre-intuitif. On peut penser que la température de l'eau, si on fait des barrages, il va y avoir des plans d'eau, donc la température l'été va augmenter, la température de l'eau va augmenter, donc ça peut être létal pour certains animaux. Ce n'est pas le cas. On a observé, alors il se trouve qu'il fait des barrages sur des petits cours d'eau, donc il y a une couverture végétale, et il y a des fois 1 à 2 degrés de moins au niveau de ces plans d'eau qu'à l'extérieur de ces plans d'eau. Ensuite, on sait que ça a été étudié, les barrages permettent aussi de filtrer la pollution. Donc, ça a un effet là-dessus. Ça permet une meilleure oxygénation aussi de l'eau. Ça permet aussi... Alors, ça, c'est assez évident, on va dire, mais ça a été aussi étudié en Amérique du Nord. Ça permet une augmentation de l'alimentation des nappes phréatiques. Alors, c'est assez cohérent. Si vous prenez l'histoire, le parcours d'une molécule d'eau, au lieu de partir assez rapidement, si elle reste dans un endroit, la chance qu'elle pénètre dans le sol est beaucoup plus importante. Ensuite, ça a un effet aussi... alors, ça, c'est plutôt anecdotique, mais c'est assez intéressant. Il y a des photos qui sont assez connues en Amérique du Nord, en Californie en particulier, lorsqu'il y a les grands incendies, les méga incendies, vous avez donc tout qui a brûlé. Et là, vous voyez sur la photo aérienne, vous avez un endroit, une espèce d'oasis magnifique. Et c'est quoi, quand on regarde de plus près ? C'est des zones humides qui ont été créées par des barrages, engendrés par des barrages de castors. Et du coup, toute la faune est venue se réfugier donc, dans cet endroit, puisque tout a brûlé. Alors l'inconvénient, bien sûr, si on est réaliste, c'est que si c'est des grands animaux, on peut se dire, bon d'accord, ils sont réfugiés là.
Après, est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? Parce qu'il n'y a plus grand-chose. C'est la surface pour survivre est limitée. Peut-être qu'ils peuvent migrer après ailleurs. Alors, au début du siècle, le castor a quasiment failli disparaître. Aujourd'hui, il se porte mieux. Mais quels peuvent être les facteurs de mortalité aujourd'hui ? Alors, les facteurs de mortalité, on parlait des prédateurs, j'ai dit un petit mot rapidement tout à l'heure sur les prédateurs. On pense que les prédateurs adultes, qu'il n'y a pas de prédateurs particuliers. Peut-être, mais les chercheurs, tous les chercheurs que je connais sur le castor, on n'est pas trop convaincus. Alors, peut-être une meute de loups, parce qu'un animal seul qui veut s'attaquer à un castor adulte, d'abord, un castor n'a pas de cou, donc c'est difficile à l'attraper. Et puis, il est assez puissant, il est très costaud, et puis un coup d'incisive peut quand même faire beaucoup de mal à un animal, à un carnivore. Donc, on pense que les prédateurs, pour les adultes, il n'y en a pas ou très peu. Pour les petits, il se peut qu'il y en ait. Nous, on ne le constate pas, mais certainement, ils pourraient se faire attraper par un renard, un loup ou autre chose, même un chien. Les impacts, alors la pollution, il semble... Alors bien sûr, la pollution peut avoir un impact, mais il est quand même... il s'adapte relativement bien. Il y a des fois, il se trouve à la sortie de stations d'épuration, ou dans des zones qui sont vraiment... Moi, j'ai vu dans des zones... je ne serais jamais allé me baigner dans ces zones, et il y vit. Donc il est quand même assez résistant par rapport à ça. Donc c'est plutôt, en fait, il n'a pas beaucoup de... Alors, les plus grandes disparitions, on pense que c'est les crues, surtout dans nos zones méditerranéennes, quand ils se font emporter par des crues, parce que malgré tout, parfois, même s'il nage très bien, il peut se faire emporter. Et comme nous, même un très bon nageur, il y a des fois, il peut être coincé sous l'eau, sous une branche, et il peut se noyer. Donc c'est ce qu'on retrouve des fois, quand le niveau de l'eau baisse, on retrouve des castors morts. Mais on ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... C'est plutôt le dérangement de son habitat, l'impact sur son habitat. Mais lui-même, on pense qu'il n'y en a pas tant en tout cas pas dans nos régions. Et alors, est-ce que tu as pu observer une cohabitation ou du moins des interactions entre le castor et d'autres espèces ? Je pense à la loutre notamment, qui partagent le même milieu. Alors oui, j'en ai fait allusion, je crois, en première partie. Donc on étudie, par obligation, en observant le castor, la loutre est, surtout depuis une vingtaine d'années ici, la loutre est quand même bien présente. Et donc on voit les interactions. Alors la loutre, il faut savoir qu'elle a des territoires entre 20 km et 40 km, donc on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. Alors la loutre, c'est un prédateur qui vient manger des poissons, ou d'autres animaux, des petits mammifères, des batraciens, etc. Et donc, a priori, c'est pas un prédateur, sauf peut-être des petits castors. Donc, sur les gros cours d'eau, quand on observe sur l'Ardèche, sur la rivière Ardèche, il y a la cohabitation se fait. Le problème, c'est la cohabitation est plus difficile sur des tout petits cours d'eau, puisque nous, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on a la particularité d'étudier des castors sur des tout petits cours d'eau, où c'est en principe très difficile, voire impossible à observer. Et donc là, l'interaction, elle se fait. On voit que le castor va après, poursuit la loutre. Il n'y a pas, en principe, ils ne se battent pas entre eux. Et on a observé quelque chose qui n'est pas connu, c'est unique au monde. On a observé une loutre qui vivait dans un terrier hutte de castor, qui utilisait la même entrée que le castor. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Donc, la nature, quand on l'observe, s'ils peuvent être... Autant ils peuvent se craindre, et puis des fois, ils peuvent habiter ensemble. Alors, certainement, à l'intérieur, ils ne dormaient pas sûrement dans la même salle, mais en tout cas, ils avaient la même entrée et vivaient dans le même terrier. Très intéressant, merci Lionel. À présent, on va prêter attention à la superbe chroniqueuse Charlotte et Émilie de l'association du Gnome. Bonjour Vincent, bonjour Fiona et bonjour à tous. Comme vous avez pu le comprendre les semaines précédentes, cette chronique est là pour chatouiller vos idées préconçues et particulièrement celles comme quoi les sciences de la biologie et de l'environnement ne seraient construites que par des hommes. Nous allons encore une fois aujourd'hui, Émilie et moi-même, tenter de vous faire découvrir un autre versant de la science, celui gravi par les femmes. Accrochez-vous, car nous allons nous attaquer à un grand classique de l'invisibilisation des femmes dans la science. Premièrement, il est important que je vous fournisse quelques informations très simplifiées et très succinctes, promis, sur la pièce maîtresse de cette chronique. Vous connaissez tous l'ADN, cette énorme molécule présente dans nos cellules et qui contient une quantité astronomique d'informations génétiques, notre génome. Sa structure globale, vous arrivez sans doute tous et toutes à la visualiser. Une double hélice formée de 2 brins antiparallèles qui s'enlacent. Ces brins sont formés de nombreuses unités,
appelés les nucléotides. Cette séance de nucléotides est ensuite transcrite en ARN qui lui-même sera traduit en protéines essentielles dans le développement et le métabolisme des êtres vivants. Ces informations, elles sont en libre accès à peu près n'importe où, dans n'importe quel livre de base de la biologie, sur Wikipédia et dans un nombre incalculable de documentaires. Mais elles n'ont évidemment pas toujours été acquises. Ce genre de découverte dépend, en raison notamment de la taille des éléments qu'elles concernent, des avancées technologiques et intellectuelles sur le sujet. Si on lit Wikipédia, par exemple, on peut lire que l'ADN a été isolé pour la première fois en 1869 par le biologiste Friedrich Meister, qui le nomme nucléine. S'en suivent d'autres découvertes, comme celle des nucléotides évoquées plus haut. Il est ensuite dit que la première structure en double hélice antiparallèle a été publiée en 1953 par le biochimiste James Watson et le biologiste Francis Crick. Retenez bien ces noms. Selon Wikipédia toujours, je vous prends cet exemple parmi tant d'autres qui représentent les exactes mêmes informations, l'étudiant britannique Raymond Gosling, qui travaillait sous la direction de Rosalind Franklin, a pris un cliché de diffraction au rayon X d'un cristal d'ADN. Je cite encore, « Ce cliché fut partagé avec Crick et Watson à l'insu de Rosalind Franklin et fut déterminant dans l'établissement de la structure correcte de l'ADN. » En lisant cela, il y a une phrase en particulier qui m'a interpellée. Ce cliché fut partagé à l'insu de Rosalind Franklin. C'est en faisant des recherches dans des données mises à disposition par les médias d'information féministes tels que C'est qui la bosse ou encore les Georgette Sand ou Yves Chican que j'ai pu lire une version bien différente de celle proposée par la littérature de référence en biologie ou par les encyclopédies. Rosalind Franklin, c'est une physico-chimiste brillante, née en 1920 dans une famille britannique juive et ayant obtenu un doctorat en physique-chimie à Cambridge en 1945, en étudiant les structures de carbone. Embauchée comme chercheuse au CNRS en France, elle devient spécialiste des techniques de diffractométrie des rayons X. Elle crée ainsi un laboratoire spécialisé dans l'application de ces techniques sur l'étude de l'ADN et obtient enfin des images révélatrices de sa structure. Cependant, les grands noms de l'époque voyaient en elle plus une assistante que la chercheuse de génie qu'elle était et refusent de lui communiquer les résultats de leurs travaux. Mais en plus de la laisser dans la désinformation, ils décident de montrer sans son accord les clichés qu'elle avait durement obtenus à deux vautours de la science, Watson et Crick, qui s'empressent de publier un article majeur qui sera parmi les 3 articles parus sur le sujet le plus lu, le plus vu, le plus retenu, effaçant le nom de Franklin de ses mémoires. Pour cette découverte, en partie volée, Watson et Crick se voient obtenir le prix Nobel de médecine en 1962, sans aucune mention de Rosalind, décédée 4 ans auparavant d'un cancer des ovaires, dû à une surexposition aux radiations utilisées pour ses recherches. 10 ans après cet événement tragique, Watson publie un livre intitulé La double hélice, un récit de la découverte de la structure de l'ADN. Une occasion parfaite d'enfin rendre hommage à Franklin, sans qui cette découverte aurait été impossible. Enfin, c'est ce qu'un scientifique moins machiste aurait fait, et ce n'est pas son cas. Non, effectivement, dans ce livre, il parle bien de Rosalind, mais comme, je cite, une personne acariâtre ayant joué un rôle bien moins que mineur dans l'histoire. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mot, c'est un synonyme de désagréable. En même temps, comment ne pas l'être ? Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Charlotte et merci Émilie. Alors retournons à nos moutons, plutôt à nos castors. Donc Lionel, tu suis cette espèce depuis de nombreuses années, tu vis au plus près d'eux. Donc ce sont, tu ne comptes plus tes heures, hein, on va le dire, avec les castors. Et d'un côté un petit peu plus personnel, qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec eux ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans la nature, comme ça, à attendre qu'ils arrivent ? Alors, c'est une question qui est intéressante et j'aime souvent raconter que quand je suis immergé dans la nature, c'est un sentiment très particulier que j'ai découvert en particulier avec le castor, puisque ce sont des longs affûts, c'est à la tombée de la nuit, et donc l'être humain, on commence à plus le voir, hein, l'être humain rentre chez lui. J'ai observé pendant le confinement en particulier. Et alors, je vais comparer ça. Je donne souvent cet exemple. C'est un peu comme quand vous allez voir un spectacle à l'opéra, au cinéma, etc., ou au théâtre. C'est quand la lumière s'éteint que le spectacle commence. Et dans la nature, c'est pareil. C'est quand le soleil va se coucher que d'un seul coup, quand il n'y a plus d'être humain, tous les animaux
sortent. C'est-à-dire que si on réfléchit, si on est lucide, ça veut dire que tous ces animaux nous fuient la journée. C'est ça la victoire de l'être humain. On a parlé tout à l'heure avec votre chronique sur les conditions de la femme. C'est vraiment, il faut essayer de changer tout ça. Nos sociétés, il y a des discriminations. Sur la nature, c'est pareil. On fait fuir tous les animaux. Les seuls qui partent pas, c'est quoi? Ce sont les arbres. Ils n'ont pas de jambes pour courir. Ce sont les insectes qui ne sont pas forcément conscients qu'on est vraiment là. Les oiseaux. Mais les autres nous fuient. D'ailleurs, pendant le confinement, on voyait tous ces animaux sortir. Et c'est un sentiment très particulier. Et je pense que la plupart des gens, et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir d'ailleurs, de sensibiliser le grand public, c'est que même encore chez nous, que ce soit dans nos régions méditerranéennes ou en France, on a beaucoup de zones encore magnifiques. Il faut savoir tous les animaux qu'on voit la nuit, ou à tomber de la nuit, ou au lever du soleil. C'est incroyable. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai l'impression d'être dans la savane africaine, à être entouré d'animaux. Le castor, la loutre, les sangliers, le chevreuil, tout ça à quelques mètres de moi. Et c'est un sentiment, un bonheur que je ne retrouve jamais nulle part ailleurs. Mais pas, en tout cas, pas dans la société humaine. Justement, tu parles de la cohabitation du castor avec l'humain. Mais est-ce que tu penses que si on n'était pas là, le castor sortirait la journée? Quelle est sa cohabitation avec nous? Alors, comme la plupart des animaux, ce que j'ai un peu dit finalement, j'ai fait un peu allusion à ça, la plupart des animaux sortent de la nuit parce qu'ils nous fuient. Ils ne sont pas nocturnes au départ. Hein. Il y a très peu, il y a des animaux nocturnes, hein, bien sûr, il y a des rapaces nocturnes, etc. Mais la plupart ne sont pas nocturnes. Quand on pense aux sangliers, quand on pense aux renards, quand on pense aux castors, quand on pense à l'autre, ce sont des animaux d'ailleurs. Tout le monde a été surpris pendant le confinement. On a dit, tiens, il y a même des images du castor qui se balade dans les rues de Lyon en plein jour pendant le confinement. Donc, tous ces animaux, d'ailleurs, pendant le premier confinement, on les voyait, moi je les voyais à côté de moi en journée. Et ils n'avaient pas peur du tout. Donc, tous ces animaux sortent la nuit, ou en tout cas quand le soleil se couche, ou juste un peu avant le lever du soleil, à cause de nous, pour nous fuir. Alors, est-ce qu'on peut les voir en plein jour? Oui, dans les endroits qui sont isolés. Alors c'est vrai en Ardèche, on a de la chance en Ardèche où j'étudie d'avoir des zones quand même très sauvages, où il y a moins d'habitants, la densité d'habitants est beaucoup moins importante que dans l'Hérault par exemple. Et là on voit facilement, on peut voir le castor et la loutre en plein jour. Voilà, dans les gorges de l'Ardèche, vous les voyez. Moi, petite histoire, j'ai vu, on a fait la descente, on étudie dans les gorges d'Ardèche donc les castors, donc avec le syndicat de gestion des gorges d'Ardèche, et en plein été, donc c'était en mois de juillet, il faisait 30 degrés, et c'était un moment où il n'y avait, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de canoë quasiment ce jour-là. On en a dû en croiser 4-5 dans toute la journée. Et moi, j'ai vu en plein jour, dans les gorges d'Ardèche, des castors qui sortaient devant moi. Donc en fait, le castor, dès qu'il n'y a personne, il sort. Et voilà. Et c'est quand on parle de cohabitation, on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas cohabiter avec tous ces animaux? Ces animaux sont restreints de sortir la nuit, et encore la nuit, ça peut poser des problèmes, comme en Ardèche, puisqu'il y a un tourisme la nuit. Hein, les gens vont faire des pique-niques la nuit, on va se baigner la nuit. Hein. Bon, je peux en faire partie aussi, hein, moi j'ai connu ça, mais voilà, même ces animaux-là peuvent être perturbés la nuit, c'est-à-dire qu'on leur laisse pas beaucoup de temps et d'espace. En fait, point de vue spatio-temporel, on n'est pas terrible. Alors toi, Lionel, qui pratique l'éthologie de terrain, tu sais que la question entre l'inné et l'acquis, ça c'est un débat très intéressant. Toi, justement, c'est quoi ta position là-dessus par rapport à ce que tu as pu observer, notamment là, sur la construction des barrages, mais... Oui, alors c'est une vaste question. Hein, bien sûr, on estimait un peu que les animaux c'était toujours inné parce qu'ils ne sont pas intelligents et que nous, forcément, anthropocentrisme, nous, on est les meilleurs. Et en fait, en observant les animaux, bien sûr, c'est faux. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que souvent, on fait des observations, là aussi, pour étudier l'intelligence animale. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est l'intelligence? On ne va pas rentrer dans le débat philosophique, scientifique. Bon, on va prendre un mot générique, l'intelligence. Donc, on l'étudie dans les laboratoires. Pourquoi? On fait des expériences, on regarde si l'animal, comment il réagit. Bon, souvent, ce sont des expériences, forcément, par rapport à nous. Hein, on projette notre intelligence, c'est anthropomorphisme, donc c'est compliqué. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut observer l'intelligence d'un animal in situ, c'est-à-dire dans la nature. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est compliqué qu'est-ce que c'est l'intelligence, comment on peut l'observer. Et là, on peut l'observer à travers ses constructions. Et en plus, comme c'est un mammifère, on arrive à le comprendre, puisque nous sommes des mammifères, on arrive à comprendre à peu près comment il fonctionne.
Donc là c'est l'observation des constructions, l'étude des barrages, c'est absolument exceptionnel. Quand je fais des conférences, on montre des photos, c'est absolument exceptionnel. Alors, la question entre l'inné et l'acquis, la réponse, on peut penser qu'il y a les deux. Alors, pourquoi l'inné ? Je vais prendre 2 exemples très simples. D'abord, je vous ai dit, le castor avait quasiment disparu. Il était en basse vallée du Rhône, et puis quand il a recolonisé, il était sur le Rhône. Et sur le Rhône, il ne fait pas de barrage. Alors, des fois, il peut y avoir des petits cours d'eau autour, mais souvent, il ne fait pas de barrage, donc il n'a pas appris petit, il n'a pas vu de barrage. Et quand il arrive, un petit qui arrive sur un nouveau petit cours d'eau, il va faire spontanément des barrages. Donc là, il y a forcément un côté inné. Il y a aussi une petite vidéo qui date d'il y a quelques années. C'était au Canada, un petit castor orphelin qui avait été récupéré par des scientifiques. Et il avait dans une pièce, et dans cette pièce, ce qu'il avait fait, il avait pris des jouets d'enfants, alors qu'il n'y avait pas d'eau d'ailleurs, c'est intéressant. Et il avait fait avec ces jouets, il avait fait un barrage. Donc c'est quand même, ça tendrait à dire l'inné. Ensuite, il n'y a pas que l'inné, il y a forcément un côté acquis. Si vous regardez un territoire, par exemple un territoire que j'étudie, allez, on va dire, je pense à un territoire qui fait à peu près 800-900 mètres de long, il y a une vingtaine de barrages. Et sur ces 20 barrages, il n'y en a pas un fait pareil. Mais vraiment très différent. Il y en a un qui est en pierre, il y en a un qui est en bois. Il y en a un, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la fête toute la nuit, il a fait n'importe quoi, il a jeté des branches. Il y a une architecture absolument incroyable. Donc, forcément, il y a forcément une réflexion, il s'adapte à l'endroit. Et donc, s'il s'adapte, il y a forcément, en tout cas, une intelligence derrière. Alors, quelle est la part acquis ? Est-ce qu'il apprend il apprend de ses parents, etc. C'est toujours compliqué à voir. Mais en tout cas, il y a une démarche intellectuelle. Il n'y a pas que l'inné, il y a aussi une démarche intellectuelle. Et nous, on observe des jeunes petits qui ont même pas un mois, qui, en absence des parents, vont apporter des branches sur le barrage. Donc là, ça tendrait aussi sur l'inné, mais ils ont pu observer aussi leurs parents le faire, et c'est pour ça qu'ils le font. Donc c'est toujours compliqué, mais en tout cas, ça donne quelques pistes. Je vous ai donné quelques éléments de réflexion. Alors pour terminer cette émission, je voudrais te demander qu'est-ce que t'ont appris, donc toutes ces années passées avec le castor. Est-ce qu'il y a un enseignement que tu en retires et que tu voudrais nous partager ? Peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça serait tellement facile et un vrai bonheur pour tout le monde, pour la biodiversité et pour nous, de se reconnecter. Alors, j'aime pas forcément ce mot qui est un peu un mot à la mode, mais un peu cette reconnexion à la nature. On s'est éloigné, alors pour plein de raisons, on va pas faire... c'est pas le sujet de cette émission, depuis le néolithique, on s'éloigne de la nature. Et en fait, un tel bonheur, que réellement, je le dis tout à l'heure, mais d'abord, c'est de comprendre, que les gens comprennent prennent conscience qu'on a encore une biodiversité assez exceptionnelle autour de chez nous, qu'on ne voit pas, qui est cachée, mais elle est toujours présente, même si elle diminue, mais elle est toujours présente. Et ensuite, ce sont des sentiments de bonheur, c'est quand même notre... en effet, pour être dans la nature au départ. Donc, se reconnecter avec la nature, ça serait peut-être pas mal. Alors notre émission touche à sa fin, donc je te remercie de nouveau Lionel pour ta venue et pour ces discussions passionnantes. Alors d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez en particulier aller voir le dernier film de l'association Fiber Nature qui s'intitule « La vie secrète du castor d'Europe ». Alors je tiens aussi à remercier Fiona pour avoir présenté cette émission avec moi. Et merci à toi Vincent pour la présentation à mes côtés, et merci aussi à toutes nos chroniqueuses et tous nos chroniqueurs pour leur présence et leurs échanges aujourd'hui. À très vite dans Soyons Nature. Soyons Nature, une émission mensuelle sur la biodiversité proposée par Fiber Nature.